Voilà, donc bonsoir tout le monde. Donc l'enregistrement de la session commence. Donc comme je l'expliquais, une première partie, eh bien je propose peut-être de faire, j'allais dire un tour de table, hein, même s'il n'y a pas de table, un tour d'écran, vous voyez l'idée, pour partager un petit peu où vous en êtes du programme. Il y a des personnes qui sont toutes nouvelles, avoir tout de suite peut-être votre ressenti sur ce qui vous pose problème, sur ce qui pourrait vous faire échouer et puis peut-être vous aider à trouver déjà quelques pistes si besoin pour vous remonter un petit peu, vous rebooster, voyez, faire remonter votre niveau d'énergie et de motivation. Donc ça peut être une première partie. Et puis, la deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'est un petit cocktail de ce que j'appelle les habitudes gagnantes. J'ai identifié 5 choses. Donc, je me forme énormément, je lis beaucoup. Et il y a 5 choses, j'ai l'impression, qui sortent vraiment du lot en matière d'épanouissement personnel, en matière de développement personnel. Alors, peut-être que le mois prochain, je vous dirai « Ah, j'ai oublié, en fait, il y en a 2 de plus. » Et du coup, j'en rajouterai 2. Mais voilà, là où j'en suis de mes investigations, on va dire de mon exploration, là, j'en suis à 5 et je trouve qu'elles sont particulièrement puissantes. Alors, vous savez, en matière de développement personnel, des fois, il y a les idées. Il y a quelqu'un que j'entends, peut-être en arrière-plan, un micro qui fonctionne. Voilà, faites attention peut-être à couper votre micro si vous parlez d'autre chose. Et si vous voulez intervenir, bien sûr, à intervenir avec plaisir. Donc, voilà, ces habitudes puissantes, on peut les lire et puis ne pas percuter et y revenir 2 mois plus tard et comprendre quelque chose. Enfin, il y a vraiment cette idée d'exploration de pas à pas, de patience, de bienveillance en matière d'exploration intérieure. Donc, j'espère que ce sont des choses qui vous parlent. Je sais qu'on est toutes pressées d'avoir de grands résultats et il y a de grands résultats rapidement, mais c'est une exploration perpétuelle et continue et je pense qu'il faut accepter l'idée que cette imperfection, cette amélioration, mais c'est aussi ça le chemin, c'est ce qui donne du piment aussi à la vie. Vous voyez, il y a quand même un côté, on va dire, positif et agréable, même à ce côté éternel, peut-être recommencement et voilà, éternel travail, j'aime pas ce terme travail, cette éternelle exploration, on va dire. Donc, premier point, Sandrine, par exemple, je vois que ton micro n'est pas coupé. Est-ce que tu accepterais de nous dire un petit peu comment ça se passe pour toi? Donc, depuis 2 semaines et demie que tu es là. Est-ce que ça te dit de nous faire un petit partage de tes premières impressions, tes difficultés? Est-ce qu'on peut t'aider en quelque chose? Voilà, je te laisse la parole si tu le souhaites. Oui, alors, ouais, je vais parler un petit peu de mes difficultés. Oui. Parce que même si ça fait que 2 semaines, c'est assez compliqué pour moi en fait de suivre les défis en fait, de les relever chaque semaine. Et ça l'a été particulièrement pour le premier défi où il fallait faire le bilan. Parce qu'en fait, quand je commençais à répondre aux questions, mais je me suis mise à écrire. Enfin, il y a plein de choses qui me venaient pour chaque question. Je remplissais des pages et des pages, donc c'était vraiment impossible de me faire 15 minutes. D'accord. Alors, qui a vécu la même chose que Sandrine? On peut lever la main pour qu'elle comprenne que ce défi numéro 1, en fait, tout le monde a la même expérience. Donc, c'est normal. Tu peux passer 15 minutes sur tout, 15 minutes sur une question ou même une journée sur une question. Donc, voilà, premier point, tu peux être rassurée là-dessus. Voilà, on a toutes vécu exactement la même chose avec ce premier défi. Donc voilà. Oui, vas-y, continue. Oui, oui, non, enfin c'est ça, et du coup, enfin je n'ai pas encore fini ce premier défi, et du coup j'étale, je continue encore à répondre aux questions parce que ça me semble quand même important, et ça me fait plaisir en fait de voir qu'il y a autant de choses qui me viennent, même si elles sont pas agréables. Je trouve que c'est important de continuer à répondre aux questions, même si j'ai dépassé la première semaine. Alors, du coup, j'ai pris un peu de retard aussi sur, sur le deuxième défi, mais voilà. D'accord. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a une chose qui est importante avec ces défis, c'est qu'il y a vous voyez, il y a une idée de chronologie, on va dire, un petit peu simple à retenir, qui est d'1 semaine par défi. Mais très clairement, certains défis, on va avoir envie d'y passer 1 mois. D'autres défis, on va pas se sentir inspiré du tout. Donc, ce qu'on peut faire quand c'est comme ça, Sandrine, tu vois, quand tu sens que tu as envie de te poser et que le fait de recevoir des nouveaux défis te met la pression, tu peux nous contacter, par exemple. On peut faire une pause dans tes défis pour qu'ils défilent plus et que du coup, voilà, tu puisses avoir l'impression de souffler un peu, de concentrer là-dessus. En fait, la seule chose avec cette idée de timing, de régularité, c'est de ne pas perdre le fil.
Parce que il y a des études qui ont montré qu'en matière d'installation d'une nouvelle habitude, et c'est le cas avec cette exploration, puisqu'on t'invite tous les jours à faire un petit travail sur toi, un petit apprendre quelque chose ou mettre en pratique quelque chose. La seule chose qu'on veut faire, c'est qu'il y ait une vraie régularité qui s'installe. Parce qu'on a constaté que si une journée, on ne fait pas une nouvelle habitude, eh bien déjà, on divise par deux ses chances de la maintenir dans le temps. Si 2 jours de suite, on ne le fait plus, on divise par 3 en fait cette chance, cette statistique de tenir en fait la nouvelle habitude dans le temps. Donc vraiment, juste l'idée, c'est celle-là, c'est qu'il y ait pour toi un cadre qui te donne envie d'y arriver. Mais il y a d'autres pistes que la régularité et la diversité des défis. Tu vois, il y a d'autres façons de le faire. Donc, si tu constates que là, tout de suite, tu es hyper motivé, mais juste que tu as envie de prendre le temps de répondre aux questions, eh bien, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est de mettre sur pause, par exemple, le programme. Voilà. Donc, du coup, ce que je t'invite à faire, Sandrine, si ça te plaît, c'est de nous écrire sur l'adresse programme les ateliers des FISEN et puis de demander à ce que ce soit mis en pause. On te fait confiance. L'idée, c'est bien de continuer, mais simplement que tu puisses prendre le temps de répondre à toutes les questions comme tu le souhaites. Parce qu'effectivement, le bilan, c'est une étape importante. Et d'ailleurs, quelque chose que je constate très souvent, c'est que la plupart des filles le font plusieurs fois, ce défi. Tu vois, c'est rare qu'il y ait une seule fois le bilan et ensuite, oh là là, j'oublie mon bilan. Je vois Rosie qui acquiesce. En général, ce défi-là, tu vois, les filles le font, ensuite elles avancent, et puis il y a des moments de creux, et hop, elles reviennent au défi bilan pour refaire un petit peu un point avant d'aller vers l'avenir, pour voir un peu comment les choses ont évolué. Donc, c'est vrai que c'est un défi très important. Si tu as envie de le faire plus en profondeur, voilà. Je veux surtout pas te couper cet élan. OK? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager par rapport à tes commencements? Pour l'instant, tout le reste va bien? Non, pour l'instant, ça va. D'accord, ok, parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager un petit peu son ressenti du dernier mois ou, Mathilde, j'ai vu que donc tu étais toi aussi nouvelle. Est-ce que tu veux, t'es pas obligée d'intervenir oralement, mais est-ce que tu veux par écrit dans le chat, eh bien, nous partager un petit peu comment ça se passe et si tu as toi aussi des difficultés? Avec plaisir. Donc, du coup, je vais interroger peut-être enfin, interroger, ça fait un peu, un peu scolaire, mais peut-être passer à quelqu'un d'autre si tu veux prendre le temps de rédiger ton message à l'écrit, par exemple. Est-ce que les filles qui te présentent, Rosie, est-ce que tu aimerais, toi, intervenir sur, par exemple, ce dernier mois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé, qui t'a gêné, ou au contraire, qui s'est super bien passé? Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que vous entendez Rosie? Oui. Oui, très bien. Ok, parfait. On a démarré, j'ai toujours du mal, je ne suis pas dans la régularité. Oui. Et donc, je suis toujours à mon module 1, le bilan de ma vie. J'ai commencé aussi Bouge ton quotidien. Voilà, je suis toujours à ce niveau-là. D'accord. J'ai du mal à répondre aux questions, contrairement à une de nos collègues, enfin pas collègue, mais voilà, une amie, on va dire, de notre groupe. Et donc, ce qui fait que je reviens sur les questions, je complète ou je rajoute, voilà, je me relis et voilà. Pour l'instant, je suis à cela. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a chacune des aptitudes particulières aussi, hein. Il y a des personnes qui adorent écrire des pages et des pages. Il y en a d'autres pour qui cet exercice d'introspection sera un peu plus pénible. Là, Rosie, tu vois, j'ai envie de dire que c'est peut-être au choix. Peut-être que si tu as le sentiment que autre chose, un autre type de pratique te serait utile, tu peux peut-être passer à autre chose. Tu vois, ne te sens pas non plus prisonnière du cadre. Parce que c'est vrai que moi, je donne un cadre et qui est très scolaire, hein. Ma mère était prof, alors peut-être qu'il me reste un peu de quelque chose là-dessus. Je sais que ça convient pas à tout le monde. Il y a des personnes qui sont intuitives, par exemple, qui aiment être un peu plus… moi, ça, je sais pas trop faire. Mais si tu as l'impression que ce côté très cadré des questions à l'écrit, c'est pas ce qui te convient, tu peux peut-être essayer autre chose. Alors, je sais pas un peu quel est ton ressenti, mais si tu as envie de passer à autre chose, sens-toi libre aussi de le faire. Tu en es à combien de semaines de programme? Je ne peux pas quantifier. Là aussi, c'est pareil, j'ai un vrai problème pour quantifier les activités quotidiennes. Ouais. Et justement, ça m'a fait prendre conscience que je prends trop de temps à faire les choses. C'est parce que je fais plusieurs choses à la fois. Donc, D'accord.
et que je n'ai pas vraiment de cadre, je m'éparpille. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre à ta question réellement. D'accord. Bon, depuis en tout cas plusieurs semaines a priori, sinon j'imagine que la réponse serait pour toi plus évidente. Donc, tu as dû recevoir de nouveaux défis. Tu as peut-être déjà reçu le début du module 2. Voilà. Alors, moi, je t'invite peut-être à regarder un petit peu dans les choses plus récentes que tu as reçues, s'il n'y a pas des défis qui te donnent plus envie, tu vois, qui changent un petit peu de l'ordinaire. Par exemple, le module 2, c'est le module positif où il y a un petit peu moins d'introspection et puis on est un peu plus sur des habitudes simples et efficaces. Mais tu vois, peut-être que ça pourrait compléter simplement ce que tu fais. Voilà, juste te sens pas trop prisonnière de ce cadre et puis n'hésite pas à aller voir un petit peu ailleurs. Hein. Vraiment, la seule idée, c'est de faire un petit quelque chose pour soi tous les jours. Voilà, c'est vraiment l'idée générale en fait. Donc, on vous propose, nous, de commencer comme ça. Mais si tu as l'impression, toi, que cette partie écrite, oh là là, ça te rappelle les dissertations que tu devais faire au lycée, ou enfin, tu vois un peu ce côté-là, n'hésite pas à en sortir et puis aller voir, par exemple, le module 2. Ça peut être une idée. Alors, après, il y a aussi une autre problématique qui peut se poser. Souvent, sur le groupe, on nous en parle. C'est le côté, il y a trop de trucs à faire. Je ne sais plus par quoi commencer. Donc, une petite pratique qu'on propose d'ailleurs sur le groupe souvent, c'est de mettre, par exemple, tes défis déjà reçus sur un petit papier et puis de les mettre dans un bocal et de tirer au sort. Tu vois, ça t'évite de te poser la question de par quoi est-ce que je commence. Tu laisses le hasard décider pour toi. Ça paraît tout bête. C'est tout bête à faire, mais très franchement, ça marche. Ça marche très, très bien. Voilà. Très bien. OK? Ça peut être un petit truc à tester. N'hésite pas à nous tenir informés, pareil, sur l'adresse programme les ateliers des Fizennes, un petit peu de comment ça se passe pour toi. Et voilà, on sera ravis si on peut t'aider autrement ou sur le groupe Facebook. Je ne sais pas si tu es sur le groupe aussi. Voilà. OK, avec plaisir. Merci, Rosie. Alors, du coup, Mathilde a répondu par écrit entre-temps. Donc Mathilde qui est donc toute nouvelle puisqu'elle en est au défi Bouge ton quotidien. Donc vous pouvez voir aussi son commentaire dans la partie conversée, les filles du coup. Donc elle a du mal à mettre en place les petites actions tous les jours et le passage à l'action est difficile. Comment se motiver, comment trouver des idées neuves pour bouger son quotidien. Alors voilà, donc il y a plusieurs choses dans tes questions. Donc le défi Bouge ton quotidien, c'est un défi tourné vers l'action, c'est-à-dire qu'après le bilan, eh bien, on identifie des petites actions un peu simples qu'on peut mettre en place pour changer son quotidien et puis voir tout de suite des effets concrets du changement pour trancher avec la phase d'introspection et d'écriture. Alors là, l'idée, c'est déjà, Mathilde se dit que ces idées sont pas très originales a priori et elle n'a pas l'impression que ça a beaucoup d'impact. C'est une question qu'on a eue sur le groupe d'ailleurs cette semaine. Mathilde, peut-être que c'était toi qui l'avais posée. Et c'est vrai qu'on t'invitait à partager par exemple quelques éléments d'amélioration que tu aimerais pour pourquoi pas brainstormer avec toi et trouver des nouvelles idées. Si tu as le sentiment par exemple qu'au quotidien tu n'arrives pas à faire suffisamment ou écouter suffisamment de musique parce que tu adores la musique et que c'est pas assez présent dans ton quotidien, je dis n'importe quoi, on pourrait brainstormer, trouver comme ça des petites choses que tu pourrais faire dans ta vie quotidienne et bien pour redonner une place plus importante à la musique. Voilà, je parlais de musique, ça peut être autre chose. Donc, n'hésite pas à profiter un petit peu du côté cerveau collectif du groupe pour poser ta question précise et puis tu vas nous permettre d'essayer de te trouver des petites idées. Donc ça, c'est vraiment une première piste. Ta deuxième question, c'est comment se motiver? Eh bien, écoute, cette question tombe très, très bien parce que c'est la 4e habitude gagnante que je voulais partager justement ce soir. Voilà, donc du coup, je vais enchaîner, sauf si quelqu'un d'autre veut intervenir sur le mois qu'elle vient de passer, parce que nous sommes entre filles. Oui, tu avais posté la photo de tes actions. Est-ce que tu as eu des retours, du coup, Mathilde, par rapport à ça? Est-ce que ça t'a permis d'évoluer ou est-ce que tu veux qu'on se repenche dessus? Non, donc je pense que tu réponds à ma question. Donc non, ça t'a pas forcément permis d'évoluer. Ok, donc c'est Mathilde. Est-ce que tu peux me redonner ton pseudo Facebook pour que je retourne voir Tu peux l'écrire en dessous, comme ça je vais noter de retourner faire un tour et puis de voir un peu plus en détail quelques idées pour toi. Mathilde Schmitt, ouais, c'est bien ce que j'avais en tête. Donc tu as effectivement déjà parlé de ce problème. Ça marche Mathilde, j'irai voir après. Et du coup, je vais essayer de trouver des petites idées. Et donc, motivation, on va en parler dans un instant. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir? Est-ce que je passe à cette partie-là?
Marie, Edith, Eliane et toutes celles que je vois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose? Ah, Edith, oui. Parce que ton contexte est un peu particulier et ça t'a pas donné envie de manger en pleine conscience, quoi. Pas trop envie de, hein, c'est ça, de t'éterniser sur ce défi. Bon, bah, j'ai envie de dire, même remarque peut-être que Rosie, laisse-le de côté, ce défi, tant pis. Essaie peut-être de voir autre chose. Alors, je sais que des fois, on a un côté perfectionniste, ça nous embête de dire non, j'ai pas fait ce défi, je veux le faire absolument avant d'avoir la suite. Bon, à toi de sentir les choses, de voir un petit peu. En même temps, si tu es là ce soir, c'est que tu ne fais pas rien non plus pour avancer dans ce cheminement. Donc, voilà, il n'y a pas que du négatif non plus. Bon, à toi de voir si ton équilibre est OK ou si tu as envie d'essayer un défi suivant. Donc là, c'est vrai que tu es dans un module qui est sur la méditation au quotidien. Quelque chose d'ailleurs que j'ai beaucoup pratiqué moi pendant le mois de juillet. Et en plus, effectivement, tu fais de la sophrologie, donc la partie méditation. La sophrologie n'est pas complètement éloignée de la méditation, hein. C'est quand même une discipline qui s'est inspirée de pratiques méditatives, de pratiques guidées. Donc, c'est très intéressant aussi pour cette exploration. Ça t'a pas mal chamboulé. Bon courage. D'ailleurs, je ne sais pas pour quand c'est prévu. Du coup, peut-être pour bientôt. Alors, j'espère d'ailleurs l'été n'est pas trop difficile pour toi. Ouais, dans un mois et demi à peine. Hein. Donc, oui, ça se rapproche. Bonne dernière ligne droite. Hein. Et puis, franchement, profite de cette sophrologie. Je trouve que tu es quand même dans le thème du module. Donc, voilà, moi, je trouve pas ça complètement en dehors. Je trouve quand même que ça reste dans le sujet et je pense que tu apprends beaucoup aussi comme ça. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé la sophrologie pendant la préparation à l'accouchement. Ça avait vraiment été… Ah, ça t'aide pas beaucoup? C'est pas… Si tu veux prendre la parole, Edith, n'hésite pas. Hein, c'est comme tu veux. Non, t'as pas le micro qui… Non, mais alors n'hésite pas à écrire. Il y a pas de souci. Moi, c'est vrai que j'ai fait cette préparation sophrologie pour l'accouchement et ça avait vraiment été pour moi le point de départ justement de ce cheminement. C'était il y a 5 ans pour ma première grossesse. Et moi, j'avais vraiment été impactée très fortement par ça. J'avais trouvé ça très, très puissant, très, très fort. Même si mon objectif à l'époque était d'accoucher sans péridurale et que j'ai abandonné l'objectif dès la première contraction. Mais j'ai trouvé que ça m'apportait vraiment quelque chose. Donc voilà, je trouve que c'est aussi quand même une belle démarche et une belle occasion en plus de le faire pour se connecter un petit peu à soi, à son bébé, à son corps aussi qui est en transformation. Donc, je trouve qu'il y a plein de belles choses. Donc, voilà, écoute, à toi de voir. Soit tu attends l'après-accouchement pour reprendre. Si tu as besoin de nous, en tout cas, n'hésite pas sur le groupe Facebook ou bien par mail à nous dire un petit peu ce qu'il en est et comment tu vois la suite du programme. L'idée étant, une fois de plus, de rester connecté un maximum. Voilà, de ne pas laisser échapper, j'ai envie de dire, trop de temps sans rien faire sur soi. Après, je ne dis pas que le programme est le centre de l'univers. Donc, vous pouvez, pendant un mois, avoir envie d'autre chose qui vous apporte quand même beaucoup, comme toi, la sophrologie, qui n'est pas dans le programme. Donc, n'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment juste de continuer cette exploration parce que c'est une chouette aventure et qu'on apprend toujours beaucoup. Et que même des fois, on pense avoir compris quelque chose. Et puis, 6 mois après, on s'aperçoit qu'en fait, on n'avait pas du tout compris et que maintenant, on a compris. Et 6 mois plus tard, eh ben non, on chamboule encore tout ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. De la sophrologie, du désencombrement. Edith, tu es au top. Tu fais plein de choses, en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, on a une petite question de Christelle. Donc, je vais la prendre avant de passer à la présentation. Est-ce que les défis se trouvent dans le workbook? Alors, en fait, il y a un workbook par semaine, Christelle. Voilà, je ne sais pas si c'est toi qui étais en train de… Christelle, c'est toi qui prends la parole? Oui. Super. Vas-y, bonjour. Oui, alors du coup, tu demandais donc si tous les défis se trouvaient dans le workbook. Voilà, l'idée, c'est que dans le workbook, il n'y a que le défi de la semaine. Chaque semaine, tu as un nouveau workbook à télécharger, en fait, sur le cours dans l'espace membre. Oui. Voilà. Moi, je suis au 3e jour, mais je n'ai pas encore vu de défi, donc c'est peut-être plus après dans les autres jours. Alors, tu es au 3e jour donc, du défi numéro 1, bilan de ta vie. Donc là, il faut que tu télécharges le workbook sur l'espace membre. Oui. Et là, tu as toutes les questions qui sont reprises dans le workbook avec des espaces pour répondre. Tu vois, le workbook, c'est vraiment le cahier d'exercice. Oui, c'est ce que j'aime.
D'accord. Mais je n'ai pas d'action concrète comme manger ou comme je voyais qu'on posait des questions sur des photos. Ça vient dans les autres workbooks peut-être. Alors, les actions concrètes à faire. Ah bah, tu vois, par exemple, le côté photo. Alors, ça, c'est quel défi, les photos? Je pense que c'est dans un module qui était le module Merci. Manger en pleine conscience, c'est un autre module, tu vois, c'est le module 4. C'est là où Edith disait qu'elle a bloqué, par exemple. Donc, c'est le module 4 Médite. Il y a un défi manger en pleine conscience. Donc là, il y a un workbook manger en pleine conscience avec les pratiques qui sont reprises. Tu vois, vraiment, chaque workbook, c'est assez dense. Alors après, tu te sers du workbook ou pas. Tu vois si ça t'apporte quelque chose, mais c'est vraiment un outil. Christelle, tu es là récemment, du coup, toi aussi, première semaine. Oui. Est-ce que tout se passe bien? J'en profite comme je t'ai là. Oui, tout se passe bien, mais c'est vrai que comme je vis un gros conflit pour le moment au travail, puisque je suis à l'arrêt depuis un mois en burn-out pour harcèlement, ben, quand tu parles des conflits, c'est très compliqué pour moi. Ouais. Et c'est ça que quand tu dis que ben, voilà, si on remplit ça dans un an, on verra peut-être les choses différemment aussi. Et donc, écoute, à toi de voir. Fais un petit bilan aujourd'hui. En même temps, les périodes de gros chamboulements, on a l'impression que c'est pas très stable et que ça vaut pas le coup de faire le bilan. À toi de voir si tu veux y passer beaucoup de temps ou bien passer un petit peu à autre chose. Voilà, tu vois, tu as la suite ensuite des défis qui vont peut-être être plus appropriés pour toi. C'est vrai qu'il faut l'adapter également au contexte. Donc ça, je comprends que c'est un contexte qui est pas facile. Donc, tu as le sentiment que ça te fait du bien, cette étape du bilan, ou que c'est plutôt assez négatif? oui, non, parce que je me posais la question de qui je suis, où j'en suis et vers quoi je veux aller. Donc, ça m'aide à voir plus clair aussi. Donc, ça tombe bien. Alors, tu sais, moi, quand j'ai mon tournant, on va dire, de vie, c'est un peu, voilà, j'ai pas terminé, il y en aura sûrement d'autres, mais jusqu'à maintenant, moi, c'est il y a 3 ans et quelques mois, et suite à un burn-out également dans mon cadre professionnel. Donc, c'est vrai que sur le coup, ça a été une épreuve très, très difficile. Et 3 ans plus tard, je peux le dire parce que 3 ans se sont passés, ça m'a vraiment permis de remettre les choses à plat. Donc, c'est en général des périodes comme ça. Et d'ailleurs, très nombreuses sont les filles sur le groupe qui ont traversé ce type d'épreuve. C'est vraiment soit un point commun qu'on a, c'est d'être passé par une période de crise qui nous a obligés à remettre un petit peu les choses à plat, à repartir un petit peu à zéro, à reconstruire quelque chose. Donc, voilà, je sais que la période n'est pas facile, mais ce bilan-là, ce point, ça peut aussi te permettre de mettre un petit peu de clarté et puis le faire un peu maintenant, y revenir peut-être quand tu te sentiras un petit peu mieux. Voilà, n'hésite pas à piocher dans les défis aussi là que tu reçois. Merci. D'accord? Voilà. Bon courage à toi. Eva, tu poses la question. Donc, tu es en vacances. Quel est le thème du webinaire? Eh bien, écoute, là, on faisait un petit tour de table. J'accueillais un petit peu les nouvelles et les problématiques particulières. Et là, eh bien, on va passer à la deuxième partie. Si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas à les poser dans le chat. C'était les habitudes gagnantes. Donc, comme je vous expliquais en intro, voilà, moi, j'ai vraiment pour habitude de me former en permanence. D'ailleurs, celles qui n'en sont pas encore là, vous le savez, il y a un défi Trouve tes talents. Et moi, quand j'ai fait ce défi, parce qu'en fait, tous les défis que je vous propose, je les ai moi-même relevés. C'est vraiment l'idée de départ. Donc, moi, quand j'ai fait le défi Trouve tes talents, donc c'était en mars 2015, juste après mon burn-out, justement, où j'avais le sentiment de ne servir à rien. Et je m'étais aperçue que parmi mes talents, il y avait un talent qui était celui d'apprendre, le fait d'être studieuse. Moi, j'adore apprendre, j'ai toujours besoin d'apprendre de nouvelles choses. Et ben, en matière de développement personnel, d'épanouissement personnel, c'est encore le cas. Donc voilà, je me forme énormément et je voulais vous faire un petit point sur mes connaissances au jour d'aujourd'hui, donc 1er août 2018, sur ce que sont d'après moi les habitudes gagnantes alors gagnante pourquoi? Gagnante dans le sens de créer la vie qu'on a envie de vivre, réussir, mais au sens très personnel du terme réussite. Donc voilà, ce qui d'après moi nous permet le plus de franchir des pas, mais des pas de géant, vous voyez, parce qu'il y a les petites actions du quotidien qui marchent. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a des pas, des sauts quantiques. Vous voyez, on voit souvent cette expression en matière de développement personnel, faites un saut quantique. L'idée, c'est quoi? C'est que souvent, on présente le développement personnel comme une exploration pas à pas et très, très lente. Et en fait, c'est pas tout à fait la vérité. Et si on fait le parallèle avec la physique quantique, je ne sais pas si certains d'entre vous ont étudié la physique quantique et veulent nous le dire plus précisément, mais l'idée de la physique quantique, c'est de se dire qu'en fait, à un instant précis, on ne sait pas exactement où se trouve une particule. C'est pas un chemin si continu que ça. En réalité, il y a des sauts, il y a des creux, il y a des sauts, il y a des creux. C'est quelque chose de très irrégulier.
Et ce que je voulais partager avec vous, c'est cette idée d'habitude gagnante qui permettent de faire justement ces sauts. Vous voyez vraiment des changements très importants. Alors, il y a des retours en arrière, mais qui entraînent un déclic. Il y a cette idée de déclic, des avancées particulières. Vraiment, on est bousculé, on sent que il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe. Donc, voilà les 5 habitudes gagnantes que j'ai listées jusque-là. J'ai eu cette petite réflexion et voilà ce qui, d'après moi, sort du lot. Première habitude gagnante. Alors, attention, certaines choses vont peut-être vous sembler banales et bien souvent, en matière de développement personnel, les personnes qui se forment sur cette matière depuis longtemps le savent, ce qui paraît le plus banal est parfois le plus profond. Donc, attention à cette nuance subtile. Première habitude gagnante, c'est savoir ce qu'on veut avec précision. Il y a plusieurs choses derrière cette habitude gagnante à adopter. Est-ce que l'image est bonne pour vous? Moi, j'ai l'impression que ça saute un petit peu de mon côté. C'est toujours OK pour vous? Bon, c'est juste de mon côté que ça saute. J'ai l'impression que je suis en décalage, entre l'image et le son. Et c'est pas grave, je me regarde plus. L'essentiel, c'est que vous m'ayez bien. Donc, savoir ce qu'on veut avec précision, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir de la clarté. Je parle beaucoup de ce terme clarté. Je crois que c'est vraiment une question à se poser régulièrement. Et je vous invite régulièrement à vous poser cette question. C'est qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être dans cette vie que j'ai la chance d'avoir, parce que on n'est pas sûr qu'il y en aura une suivante quand même. On est sûr de celle-là. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Savoir ce que je veux avec précision. Il faut un désir très, très fort. Vous voyez, il faut vraiment un alignement. Je sais absolument vers où je veux aller. Je sais exactement quelles sont les choses dont je ne veux plus, mais surtout, qu'est-ce que je veux? Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Moi, ce que je vous invite à faire par rapport à ça, j'ai déjà parlé de cette idée de qu'est-ce que je veux vraiment. Mais ce que je vous invite vraiment à faire, eh bien, c'est à considérer les différents domaines de votre vie et à dire ce qui est vraiment important pour vous, ce que vous voudriez vraiment atteindre dans chacun de ces domaines. C'est réellement une pratique qui est fondamentale. C'est le pilier. Moi, j'ai lu, je pense, tous les best-sellers du développement personnel qui se font. Et franchement, s'ils ont bien un point commun, c'est celui-là. Ils partent toujours de cette question. Savoir ce que je veux et avec précision. Donc, je vous invite à méditer de temps en temps. Alors, moi, j'utilise cette pratique qui parfois peut paraître choquante. On m'a déjà reproché d'en parler, mais moi, je trouve que c'est important, c'est de se reconnecter à notre mort, au moment de notre mort. Parce que notre vie a une fin, ça c'est sûr. On ne sait juste pas quand ça arrivera. Comme on est jeune, on se dit c'est bon, c'est loin, j'y pense pas trop. Mais il y a des personnes très jeunes qui meurent. Et je trouve que c'est très important de se reconnecter à ça. D'abord, la vie est précieuse, donc avoir l'énergie d'en profiter un maximum. Peut-être l'énergie de relativiser certaines choses. Et puis surtout, je pense que quand on se met vraiment en immersion et qu'on imagine qu'on n'a plus que quelques heures à vivre ou même qu'on est morte et que quelqu'un parle à notre enterrement de nous, quel est le message qu'on voudrait laisser? Donc ça, je vous invite vraiment à le faire de temps en temps. Moi, c'est vraiment une pratique que j'essaie de faire une fois tous les 15 jours, une fois par mois. C'est de prendre alors un peu de temps, de prendre 1 heure et vraiment de me reconnecter à ça. Alors, d'un mois sur l'autre, on n'a pas totalement tout changé. Enfin, il y a souvent des objectifs profonds qui restent là. Mais on affine un petit peu sa pensée. On s'immerge dedans. On visualise. Et ça aide beaucoup à réactiver sa motivation. C'est Mathilde qui posait la question de la motivation. Je vais y revenir, mais ça déjà, avoir cette clarté et y revenir régulièrement. Pourquoi est-ce que je veux telle ou telle chose? Parce que je veux vraiment faire ça, je veux vraiment être ça. Quand on est connecté à cela, déjà, la motivation, elle est présente. Elle est plus facilement activable, on va dire. Donc, savoir ce qu'on veut avec précision. Si ce n'est pas clair pour vous, cette première habitude, n'hésitez pas à rebondir parce que très franchement, c'est le socle. C'est vraiment le point numéro 1. Passez en revue tous les domaines. Méditez sur votre mort. Visualisez-vous.
arriver à la fin de votre vie, qu'est-ce qui reste de ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire davantage? Qu'est-ce que vous avez comme regret? C'est quelque chose qui est très difficile à faire. Au quotidien, on a trop de choses à faire. C'est Rosie, je crois, qui parlait de multitasking, du fait de faire plein de choses à la fois. Et oui, on a trop de choses à faire. On parle de charge mentale chez les femmes, on connaît de plus en plus de burn-out. En tout cas, ils sont mis au grand jour. Peut-être qu'avant, ils étaient un peu cachés. Mais on fait beaucoup de choses. Il y a des distractions. On a les réseaux sociaux, des distractions de toutes parts. Enfin, c'est difficile de mettre de la clarté, de revenir à soi. Donc, je vous invite vraiment à faire cet effort de temps en temps, de vous reconnecter à ce que vous voulez. Donc, ça, c'était la première partie de la phrase, savoir ce qu'on veut. La deuxième partie, c'était avec précision. Et cette idée de précision, elle n'est pas anodine, elle est vraiment importante. Vous voyez, si vous avez une direction qui est un peu floue, ben, vous avez de grandes chances d'avoir un résultat un peu flou. Si vous savez exactement ce que vous voulez, pour quand vous le voulez, comment vous le voulez, eh bien, il y a comme un travail inconscient qui se met en place. Et je vais en parler dans les habitudes suivantes. C'est important de donner un message très, très clair à votre cerveau. Vous parlez de cerveau, à votre esprit, à votre personne, d'avoir un message très, très clair, une destination, vous voyez, qui est limpide. Parce que ça donne l'énergie pour y arriver. Ça rend facile le découpage en action. On passe déjà en mode mise en pratique quand on a beaucoup de clarté et de précision sur ce qu'on veut atteindre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est qu'il y ait cette idée de précision. Alors, il y a un défi dans le programme qui vous présente une méthode de formulation de vos objectifs. D'ailleurs, j'ai Charlotte, est-ce qu'elle est là ce soir, Charlotte, qui m'a posé la question. Elle a un objectif, elle voulait qu'on l'aide à le formuler précisément, vraiment sur le mode SMT, donc simple, spécifique, mesurable, temporellement limité. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de pratique SMART pour celles qui la connaissent. Voilà, je vous invite vraiment à formuler les choses, mais de manière précise. Il faut qu'il y ait des objectifs qui soient clairs. Faut que ce soit chiffré. Il faut pas que ça reste vague. Vous voyez? Parce que si c'est vague, ben, on a toutes les chances d'arriver à un truc un peu vague ou de pas trop savoir, en fait, si on l'a atteint ou pas. Et ça, c'est très, très démotivant. Quand on se fixe un objectif, mais qu'on n'a aucune chance de savoir si c'est bon ou pas, enfin, on part presque, comment dire, avec un boulet au pied, quoi. D'ailleurs, on a moitié moins de chances d'atteindre notre objectif s'il n'est pas défini précisément. Donc ça, c'est vraiment, voilà, le socle. La première étape, le numéro 1. Donc, je connais ma direction et je l'énonce clairement et précisément. Est-ce que ça, c'est clair pour vous toutes? Avant même que je passe à la suite, je pense que cette première habitude-là, il faut l'intégrer, quoi. C'est vraiment le point de départ. Honnêtement, tous les bouquins que vous lirez sur le développement personnel, ils vous parleront de cette clarté, de cet objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui? C'est bien clair? Eliane, tu vas intervenir ou juste c'était pour me dire que c'était clair pour toi? Mathilde, si tu as l'impression de ne pas savoir exactement ce que tu veux, alors dis-toi une chose. Il y a plusieurs visualisations qui le permettent. Donc moi, je parlais par exemple de la méditation sur la mort. C'est-à-dire l'idée, c'est de faire une visualisation. Est-ce que la visualisation, ça parle à tout le monde? C'est l'idée de fermer les yeux et de s'immerger totalement dans une situation qu'on imagine. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est d'imaginer, par exemple, que le médecin nous appelle pour nous dire qu'on est malade et qu'on n'a plus que quelques heures ou une journée à vivre. Vous voyez vraiment qu'il n'y a pas d'espoir et que voilà, notre fin arrive. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'immerger dans cette scène, de vivre totalement les émotions de cette scène comme si on y était. Alors, c'est pas une scène qui peut vous paraître très agréable parce qu'on n'a pas envie d'imaginer ça et je le comprends. Mais en même temps, c'est une pensée qui permet de se reconnecter à ce qui est important. Quand on s'imagine qu'on va mourir dans quelques heures, je vous assure qu'il y a des choses qui paraissent en fait totalement futiles, totalement superficielles. Et en revanche, ce qui est vraiment important, ça ressort. Et on peut pleurer pendant une visualisation. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de faire comme si on y était, de fermer les yeux, voyez, vraiment de se prendre 20 minutes, 30 minutes pleinement dans cette idée, avec de l'émotion négative probablement, mais vous savez, ça fait partie de nous, donc
n'y a pas de honte à imaginer ça et à se faire pleurer en l'imaginant parce que ça permet aussi de déceler le meilleur. Vous voyez, je suis vraiment convaincue que se reconnecter à ce moment de la mort, eh bien, ça permet de mettre un peu de clarté sur certaines choses. Alors, c'est pas la seule pratique. Donc, ça, c'est une que je propose. Donc, pour Mathilde, pour Élise, pour les autres, parce qu'on a toutes ces problématiques. Hein. Moi, je l'ai également encore. Savoir également qu'on affine ce qu'on veut au fil du temps. Donc, alors, parfois, on nous le présente comme ça. Oui, tu vas découvrir ta mission en 1 minute 30. Peut-être que tu vas faire un grand pas en 1 minute 30. Mais l'idée, c'est que c'est, vous voyez, une perpétuelle, on affine en permanence. On se rapproche de plus en plus. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Donc, même si tu as l'impression que c'est pas exactement pile un truc qui te fait vibrer, tu vas t'en rapprocher si tu refais la pratique dans peut-être 2 mois, dans 4 mois. Et en attendant, tu vas faire d'autres défis. Ça va t'ouvrir une nouvelle perspective. Et voilà, il y a cette idée de progression, donc de bienveillance et de patience. Après, il y a d'autres pratiques qui permettent de découvrir ce qu'on veut. Alors moi, c'est ce que j'avais expérimenté il y a 2 ans. J'avais fait un stage de développement personnel avec une coach que j'aime beaucoup, qui m'a suivi longtemps et qui me suit encore régulièrement. Et elle, son idée, c'était de se mettre par deux personnes, de préférence une personne qu'on ne connaît pas. Donc, les filles qui sont dans des binômes et des trinômes, c'est par exemple quelque chose que vous pouvez peut-être expérimenter avec les partenaires de votre binôme ou trinôme. Parce qu'à distance, ça fonctionne aussi, même si dans le monde réel, il y a une énergie en plus qui passe. Vous pouvez le faire également. Et c'est simplement de vous poser cette question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc, vous posez cette question à l'autre. Vous la laissez répondre et vous lui reposez la question. Et vous reposez comme ça cette question 10, 15 ou 20 fois. D'ailleurs, pour vraiment creuser derrière les premières réponses superficielles. Qu'est-ce que je veux vraiment? Vous voyez, c'est de se poser cette question. Donc, si la visualisation, c'est pas l'exercice qui vous convient, vous pouvez aussi faire une introspection toute simple et écrire, mettre par écrit ce que vous voulez vraiment et creuser comme ça en écrivant. Vous voyez, il y a plusieurs façons de faire. Il y a Virginie qui dit que l'idée de visualiser son décès lui a fait prendre conscience qu'il n'y aura pas grand monde. C'est difficile pour trouver son objectif, de trouver ce qu'elle veut vraiment. Voilà un autre type de pratique. Trouver une personne, le faire avec elle, ou bien autre exemple, donc l'introspection, répondre par écrit à cette question, qu'est-ce que je veux vraiment? Tu te la poses en haut d'une feuille, tu écris. Quand tu as l'impression que tu n'as rien à voir à écrire, tu te reposes cette question. Vous voyez, vraiment d'essayer d'aller en profondeur dans cette réflexion. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, donc c'est le point numéro 1. Et une fois que tu as de la clarté sur ce que tu veux vraiment, passer dans la deuxième phase, c'est l'idée de la précision. Essayer de le définir de manière précise. OK? Les filles, ce que je vous invite à faire, par exemple, c'est de ne pas hésiter à faire ce petit brainstorming sur le groupe Facebook, si vous en avez besoin. Si vous réfléchissez à ça, par exemple, demain ou dans la semaine ou pendant le mois, eh bien, de ne pas hésiter à nous faire un petit hashtag « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» ou de qui pourrait se rapprocher ce hashtag ou bon, peu importe, mais vous voyez cette idée et puis on pourrait toutes commenter et s'aider peut-être sur cette question. On pourrait l'appeler habitude gagnante, sinon comme ça on s'y retrouverait et puis creuser un petit peu cette idée du qu'est-ce que je veux vraiment. D'accord? Je pense que c'est vraiment sympa de garder en tête que c'est une étape importante. Alors, je sais que tout ce que je dis ce soir vient en complément du programme déjà bien dense. Et je vois dans les yeux de certaines l'idée que ça commence à faire un peu trop. Alors, c'est vrai que moi, le programme, je me suis beaucoup focalisée sur des éléments concrets, pratiques, ludiques et, on va dire, immédiats, efficaces immédiatement. Là, ce que je vous propose souvent dans les sessions, c'est du travail de fond, l'exploration de fond, des grandes questions. Vous voyez, c'est un travail un petit peu différent, mais moi, j'aime beaucoup cette idée de diversité. Alors, si vous avez le sentiment de vous y perdre, sélectionnez, gardez ce qui est vraiment le plus parlant pour vous et puis revenez à ça à un autre moment où ça vous fera plus envie. Mais je pense que c'est bien d'avoir à l'esprit que c'est un travail, une démarche d'ensemble, une démarche globale. Voilà un petit peu mon idée avec ces compléments d'infos mensuels. Donc ça, c'était la première habitude gagnante, savoir ce qu'on veut avec précision. OK?
Je passe à la deuxième, si vous êtes OK. Et la deuxième, je vais aller très vite dessus. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes toutes parfaitement au point avec ça. Notamment celles qui ont vu le webinaire, la conférence en ligne que j'anime, donc plutôt les plus récents d'entre vous. La deuxième habitude gagnante, mais elle est essentielle. Et je sais que parfois, on l'entend et on réagit pas trop. Mais elle est vraiment essentielle. C'est l'idée de savoir qu'on a le choix. De savoir qu'en réalité, dans la vie, le plus important, c'est pas ce qui nous arrive, même si on se focalise dessus. C'est pas ce qui nous arrive, mais c'est notre façon de réagir à ce qui nous arrive. Il y a une façon de se rendre compte de ça. C'est que face à un même événement, des personnes vont avoir des réactions totalement différentes. Vont avoir en fait une réalité derrière, vont créer une réalité totalement différente. Moi, par exemple, il y a des choses qui m'affectent lorsque j'en parle à mon mari, mais il ne comprend même pas un seul instant qu'on puisse être affecté. Et moi, ma vision des choses, si vous voulez, je fonde autour de ça. Il y a l'événement, ça c'est un petit rien du tout. Et ensuite, par-dessus, il y a ma vision de l'événement. Et ça fait notre réalité, vous voyez. Donc l'événement, c'est une petite part, en fait, de notre réalité. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de l'avoir à l'esprit. Ce qui compte, c'est pas vraiment ce qui m'arrive, c'est plutôt ce que je choisis de faire de ce qui m'arrive. Donc, en conférence, je parle de cette idée de proaction. Vous voyez, de mettre de la distance entre l'événement et sa façon d'y réagir. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Parce que ça nous sert, c'est une philosophie de vie, j'ai envie de dire. C'est vraiment une façon de voir les choses qui transcende en fait tout le reste. Qui inclut, qui englobe tout le reste. C'est-à-dire que face à un même événement, il y a une infinité de réactions possibles. Il y a une infinité d'interprétations, une infinité de pensées, d'idées qui peuvent venir se mettre par-dessus. Et notre réalité est totalement différente. Il y a notre façon de voir l'événement. Déjà, un même événement n'est pas vu même de la même façon. Je parle même juste en termes de perception. On n'entend pas la même chose, on ne voit pas la même chose, on ne sent pas au contact la même chose. Donc, rien que là, déjà, il y a un écart qui se fait entre l'événement et notre vision de l'événement. Et derrière cette perception, il y a tout le reste qui s'ajoute. Tout le reste qui s'ajoute, nos pensées, nos interprétations. Et donc, il y a nos expériences, nos connaissances, qu'on a vécues avant. Et tout ça, c'est notre vision des choses. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se dire que quoi qu'il se passe dans notre vie, il y a des personnes qui peuvent voir ça comme une opportunité. Vous voyez, on a vraiment le choix. Il y a des événements qui sont très, très douloureux et passer par la phase tristesse et accueil me semble tout à fait, on va dire, une étape tout à fait saine. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus griller les étapes, j'ai envie de dire. Voilà, n'allons pas au-delà de nos capacités non plus et n'allons pas dans une interprétation trop extrême de la pensée positive qu'on peut lui reprocher souvent. Donc, je crois qu'il y a une phase d'acceptation de nos émotions négatives qui est là. Mais je pense que derrière, il faut se poser la question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça maintenant? Alors, j'ai le choix. Je peux m'apitoyer. Je peux gâcher ma journée de ça. Je vais vous donner ensuite un exemple très concret qui m'est arrivé hier et un autre qui m'est arrivé aujourd'hui. D'ailleurs, la vie est riche. Et donc, voilà, il y a plusieurs façons de réagir. On peut s'effondrer, se dire que c'est vraiment nul et qu'on n'a pas de chance et que c'est trop dommage et qu'on, voilà. Ou alors, on peut se dire, attends, bon, ok, tout de suite, là, je suis vraiment déçue, je suis triste, j'ai envie de pleurer ou je suis découragée. J'ai le choix de garder ça. Et puis, j'ai aussi le choix peut-être d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, constructif de ça. Simplement de prendre ce petit temps de recul. Alors, c'est extrêmement difficile. Élise dit, mon ressenti va plus vite que mon cerveau. Donc, je pense que c'est normal d'avoir cet accueil bienveillant de ce qui se passe dans un premier temps. Moi, je vais vous donner un exemple donc concret. Donc, hier, comme vous le savez peut-être, j'attendais un live très important pour moi. Donc, une rencontre hyper importante avec une personne qui est vraiment experte en psychologie positive. Donc, moi, c'est une matière que j'admire beaucoup. Et c'est une personne que je suis depuis très longtemps. Et donc, on avait un live qui était planifié depuis 1 mois et demi.
Et déjà, ce live devait se tenir la semaine dernière. Et finalement, il a dû être annulé la semaine dernière parce que elle a dû donner un cours à l'étranger. Elle a eu un problème, voilà, de remplacement. Donc, elle l'a annulé 3 jours avant. Heureusement, on n'avait pas communiqué dessus. Donc, voilà, l'annulation était faite. Bon, c'est passé assez bien. Et puis, hier matin, donc une demi-heure avant de me connecter pour le live, je reçois un mail, nouvelle décommande. Elle ne pourra pas venir, elle a une urgence. Ah, donc là, coup dur. Donc, c'était un événement que j'attendais beaucoup. J'avais communiqué auprès de tout le monde sur cet événement. Donc, franchement, sur le coup, grosse déception. Donc là, j'ai senti la vague d'émotions négatives arriver. Donc, comme dit Élise, hein, là, le ressenti allait plus vite que le cerveau. Il n'y a eu aucune réflexion. J'ai vraiment eu une émotion très, très désagréable. Moi, j'ai souvent cette impression de me liquéfier quand quelque chose m'affecte beaucoup, de perdre l'ancrage, vous voyez, et de, je sais pas, de me fondre ou de liquéfier. Il y a vraiment cette idée. Et donc, voilà, je me suis sentie très, très peinée, très, très, comment dire, pas considérée. Voilà, l'impression que mon travail n'était pas reconnu. Enfin, vous voyez un petit peu tout le topo qu'on peut se faire. L'idée que c'était pas pris au sérieux, qu'elle ne se rendait pas compte du travail qu'il y avait derrière, etc. Et qu'elle s'est pas excusée personnellement. Et, bref, donc il y a eu toute une montée, on va dire, en mayonnaise. Et puis, au bout d'un quart d'heure de ressassement, je me suis dit, OK, bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif de cet événement? Est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, qui peuvent être heureuses de cet événement? Et là, je me suis dit, oui, tout de suite, j'en ai vu. J'ai vu, par exemple, ma fille qui était pas très loin de moi à ce moment-là. Je me suis dit, bah, elle, pour le coup, elle est heureuse parce que pendant 2 heures, je vais jouer avec elle alors que j'aurais dû faire mon live et qu'elle devait aller avec papa faire une course, ce qui est un petit peu moins marrant. Donc, je me suis dit, bon, OK, il y a déjà elle, rien qu'elle juste à côté de moi, elle, en fait, elle est plutôt super contente de cette nouvelle. Donc, c'est qu'il y a bien plusieurs façons de la voir, cette nouvelle-là. C'est Eliane un jour qui nous avait, je crois, donné cet exemple, de se poser la question, que penserait la poule de mon voisin de cet événement, du fait que finalement, elle décommande une nouvelle fois. Bon, très clairement, elle s'en moquerait complètement. Donc, une deuxième personne qui n'en a absolument rien à faire de mon événement, de cette situation pénible pour moi. Donc, si vous voulez rien que ça, le fait d'essayer de trouver des personnes que ça avantage, finalement, qui voient ça comme plutôt une chose positive, eh bien, je trouve que ça laisse de la place à autre chose. Virginie disait, c'est dur de voir le côté positif. Mais rien qu'essayer de trouver, voyez, des personnes pour qui c'est plutôt une chose soit neutre, soit carrément agréable. Essayez aussi de voir, eh bien, quelles leçons on peut en tirer. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai faite. Donc la première, c'est de me dire, mais en fait, je vais passer un super moment avec ma fille et quelque part, ma fille est plus importante à mes yeux que cette personne. Donc, c'est pas si grave que ça. Il y a quand même une contrepartie qui est plutôt sympa. Et puis, la deuxième chose, c'est quelle leçon est-ce que je peux en tirer? Eh bien, je me suis dit, voilà, vous voyez, quelqu'un d'autre qui est content, Eva, elle dit, bah, elle était contente parce qu'elle n'aurait pas pu la voir. Peut-être que la prochaine, elle pourra la voir. Donc, une troisième personne qui est heureuse de cette décommande. Et puis ensuite, je me suis dit, quelle leçon en tirer? Eh bien, la leçon, c'est que peut-être qu'il faut que je présente mieux le live aux personnes pour qu'elles comprennent que derrière, il y a une préparation. Parce que finalement, un échange de mails, c'est pas suffisant. Et puis, c'est une bonne chose parce que si je fais un échange sur Zoom avec les personnes, on va avoir un lien direct avant le live et du coup, ça va enrichir notre relation. Donc, finalement, c'est une manière d'enrichir un petit peu aussi cette partie du travail. Donc, vous voyez un petit peu cet exemple tout simple, très concret, pour apprendre à prendre cette distance entre l'événement et notre façon de réagir à l'événement. Donc là, je vous présente un truc tout bateau, mais il y a des événements plus difficiles dans la vie. Donc forcément, la phase d'accueil du négatif est plus longue. Là, j'ai rebondi en 10 minutes. Et encore, hein, je ne dis pas que je n'ai pas ressassé plusieurs fois dans la journée ce qui s'était passé parce que on est toutes humaines et que moi, j'ai souvent ces ruminations qui reviennent. Donc, il faut que je refasse ce travail de prise de recul. Mais c'est un très bon entraînement, à la limite. Plus ça revient, plus je m'entraîne, donc plus je progresse. Donc, en fait, c'est magnifique. Mais voilà, prendre cette habitude, je trouve que c'est un bon moyen de mettre de la distance entre l'événement et notre réaction. Est-ce que ça vous parle?
Et oui, Eva, ma déception a dû être significative parce que j'avais beaucoup communiqué dessus. Et puis effectivement, pour moi, c'était hyper important, mais je sais qu'il y en aura d'autres. Il n'y a pas de, il y a pas de souci, mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est des petites choses du quotidien sur lesquelles vous pouvez déjà vous entraîner aujourd'hui. D'ailleurs, ça, je trouve que c'est important de ne pas garder ce type d'habitude gagnante pour le burn-out, pour la maladie grave, pour l'accueil d'une rupture, des événements qui sont graves, mais plutôt de vous entraîner au quotidien sur les petites choses. La petite fois où j'ai envie de râler, ou la petite fois où je suis un peu déçue, ou la petite fois où je suis un peu triste, mais d'un truc qui n'est pas vital non plus. Vous voyez, vous habituez sur les petites choses du quotidien. Alors, par exemple, on vous donne un deuxième exemple et après, j'arrête avec cette habitude. Mais je sais que les exemples, souvent, c'est parlant. Ce matin, j'ai fait un bilan sanguin. Alors, moi, ce qui se passe, c'est qu'il y a depuis 2 ans et demi, je suis végétarienne et mon mari est médecin, carnivore. Donc, autant dire que ça lui hérisse un petit peu le poil, mon végétarisme, et qu'il n'arrête pas de me rabâcher les oreilles avec le fait que, du coup, ce n'est pas équilibré. Et moi, oui, mais non, je me sens très bien et t'inquiète pas, je me suis bien renseignée, je fais ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Donc, il m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci, donc on va faire un bilan. On va faire un bilan sanguin complet et on va vérifier que tout va bien. Et donc, les résultats sont arrivés tout à l'heure. Et bilan, eh bien, tout ne va pas bien. Il avait raison. Donc, ma première réaction a été d'être, par fierté, très déçue. Et de me dire, oh là là, il a raison et il va pouvoir continuer à rabâcher que pas manger de viande, c'est dangereux et blablabla. Et donc, voilà, de reconnaître que j'ai eu tort. Donc, pendant, je dirais, bien 20 minutes, ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a affectée. Je ne saurais pas décrire l'émotion, d'orgueil sûrement blessé, ça m'a affectée. Et puis, eh bien, j'ai essayé de rebondir là-dessus. Je me suis dit, bon, est-ce que tu pourrais pas essayer de changer un peu cette vision et de te dire, est-ce que ça n'a pas quand même au moins un avantage, le fait que ce résultat soit négatif aujourd'hui? Ben, évidemment que si, ça me permet de réajuster. Donc, qu'est-ce qu'on a fait derrière? Eh bien, on s'est repenché sur la question, on a identifié des choses que je ne faisais pas bien pour s'améliorer. Donc, ça va m'éviter probablement des carences plus importantes, peut-être des conséquences plus négatives. Donc, en fait, ce bilan sanguin, enfin, c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez? Parce que ça me permet d'éviter quelque chose de bien plus embêtant dans 1 an, dans 2 ans ou plus. Donc, voilà. Donc, sur le coup, émotion négative, j'ai un petit peu ressassé ça pendant 20 minutes. J'ai un petit peu boudé, on va dire, dans mon coin. Et puis ensuite, je me suis dit, attends, il y a quand même des choses constructives à faire de ça. Et du coup, eh bien, voilà l'idée de rebondir un peu. Autre chose positive qui s'est passée, c'est que du coup, j'en ai parlé à mon conjoint, je lui ai expliqué que par fierté, eh bien, j'étais pas contente et il a trouvé ça touchant. Vous voyez, ça nous a même rapproché l'idée que je lui parle de ça. Donc, ce sont des petites choses bêtes, mais en réalité, vous voyez, il y a simplement d'autres façons de voir les petits événements désagréables du quotidien. Voilà. Voilà un petit peu ces 2 exemples que j'ai en tête parce qu'ils viennent juste de se produire. Mais vous voyez, ça va dans toutes les situations du quotidien. Je vous invite vraiment à tester cette deuxième habitude gagnante. J'ai le choix de réagir à ce qui m'arrive. OK? Élise qui dit que ça lui parle beaucoup car c'est un problème qui lui pourrit la vie. Et vraiment, c'est pour moi une des habitudes clés voilà, qui change la donne. Quelle que soit notre vie, ce qui s'y passe, notre contexte, où on en est du programme ou pas, peu importe. C'est vraiment une habitude de fond qui change la donne, qui change beaucoup de choses. 3e habitude. Est-ce qu'on peut passer sur cette 3e habitude? Alors, je vous préviens tout de suite, cette 3e habitude, elle est gigantesque. Oui, exactement. Ça montre aussi sa bienveillance, même si ça m'agace qu'il ait eu raison. Hein. Effectivement, c'est de la bienveillance parce qu'il veut surtout que j'aille bien. Hein. Nos conjoints ne veulent pas du mal en principe. Donc, c'est juste que j'avais pas envie de voir ça parce que voilà, on a notre fierté et que parfois avec son conjoint, on a un rapport un peu particulier. Donc, effectivement, il y avait également beaucoup d'autres points positifs à voir, à tirer de tout ça. Je suis d'accord, cet exemple est un petit peu bateau, hein, mais vous voyez, c'était juste pour avoir en tête que des petites situations du quotidien sont d'excellents entraînements. Voilà, sans attendre les gros coups durs, on exerce sa résilience en fait en pratiquant dès maintenant ces petites choses-là. 3e habitude, elle est très dense.
j'y consacrerai, je pense, une session parce que je crois qu'exclusivement, on peut en parler. Il s'agit des croyances. Alors, on a parlé le mois dernier des blessures du passé, de l'ouvrage de Lise Bourbeau, par exemple, avec les 5 blessures qui nous empêchent d'être heureuses, que peut-être certaines d'entre vous ont déjà lues. L'idée que on a là en l'occurrence, des blessures en toile de fond qui viennent de très loin, de notre petite enfance, en ce qui concerne le point de vue de Lise Bourbeau, et qu'elles ont un impact sur tout le reste de notre vie, sur bon nombre de nos réactions. Et qu'on a 2 façons d'intervenir sur les choses, soit en allant, essayer de corriger chacune de nos réactions, soit en allant à la source, les blessures par exemple. Dans cet esprit, il y a l'idée des croyances. Les croyances qu'on a sur nous, sur les autres, sur notre vie, sur notre travail, sur tous les domaines de notre vie. En fait, c'est vraiment une thématique qui m'est très très chère parce que je me rends compte de plus en plus de l'intérêt qu'il y a à travailler sur ces croyances. Donc, je vais juste en faire une présentation courte parce que je vois qu'il est déjà 21h30. Je vais en faire une présentation courte et je pense que j'y consacrerai une session en entier pour qu'on puisse vraiment essayer de voir ensemble vos croyances et comment vous pouvez les identifier et les transformer, parce que je crois que c'est un point clé. Alors déjà, nos croyances, qu'est-ce que c'est? L'idée de nos croyances, c'est de se dire que la réalité est tellement vaste, c'est-à-dire qu'il se passe tellement de choses à cet instant précis. Si je prends mes perceptions visuelles, perceptions auditives, tous les contacts que j'ai, ce que je sens, etc. Il se passe tellement de choses, toutes les pensées qui me traversent, qu'en réalité, la réalité est très difficile et impossible même à englober dans sa totalité à chaque instant. C'est impossible de dire à chaque instant la réalité, c'est ça. Il y a trop de choses qui se passent. Donc, on a des filtres. On crée des filtres en fait, un système de croyances. Ce sont comme des schémas qui vont venir faciliter un peu notre appréhension de la réalité. Vous voyez, ce sont des façons de simplifier un petit peu ce qui se passe, de filtrer ce qui se passe, de sélectionner ce qu'on retient de ce qui se passe autour de nous pour le comprendre sans se perdre dans ce côté. Il y a trop de choses. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée de filtre. Et en fait, ce qu'il faut savoir avec ces croyances, eh bien, c'est qu'on a toutes des filtres sur tout un tas de choses. On a tout un tas de croyances sur nous, ce qu'on est capable de faire ou pas, ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin, sur les personnes qui nous entourent. On a tout un tas de croyances également, sur notre environnement, sur notre travail, sur tout ce qui constitue notre réalité, le monde dans sa globalité. On a des croyances. Et le souci avec ces croyances, alors il y a des croyances positives qui nous aident à avancer et celles-là vont très bien, j'ai envie de dire. Le problème des croyances, c'est lorsqu'elles sont un frein à quelque chose. Lorsqu'elles mettent des barrières et que ces barrières-là nous empêchent de nous épanouir, nous empêchent d'avancer, nous empêchent d'être heureuses. C'est le cas des blessures. Les blessures sont des croyances limitantes, négatives, liées à notre conception de nous-mêmes, qui a un impact sur notre vie. Les croyances, elles incluent en fait ces blessures et elles vont au-delà. On a des croyances sur tout ce qui se passe autour de nous. Et de manière générale, on a beaucoup de croyances qui sont inconscientes. Donc, on a ces filtres en permanence qui nous dictent de manière inconsciente un petit peu quoi faire et on ne s'en rend même pas compte. Et le souci avec les croyances, c'est qu'en réalité, ce ne sont pas juste des pensées, vous voyez, des pensées donc abstraites qui n'ont aucun impact sur ce qu'on vit. En réalité, nos croyances, c'est vraiment le filtre par lequel on voit la réalité et elles ont un impact très, très fort sur ce qu'on vit. Donc, c'est un filtre qui va, nous mettre certaines œillères puisqu'on ne peut pas tout voir, donc on choisit de ne voir que d'une certaine façon et ça peut, nous bloquer dans notre évolution et surtout, ça va dicter notre comportement. C'est-à-dire que nos comportements sont impactés de manière très importante par nos croyances. Si je suis persuadée qu'une chose n'arrivera pas, il y a très peu de chances pour que cette chose arrive. Donc, en réalité, ce que nous croyons, même de manière inconsciente, a un impact très fort
sur nos comportements et du coup sur notre réalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est essentiel d'avoir en tête. C'est que ce qu'on croit sur nous, ça devient réellement une réalité. Parce que ce que je crois sur moi, eh bien du coup, j'en suis persuadée et je me rends même pas compte que je le crois, je suis persuadée que c'est la vérité. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me comporte en fonction de ce que je crois être la réalité. Et ce qui se passe autour de moi, c'est que les gens autour, ils voient du coup cette réalité, ce comportement conforme à ma croyance. Et du coup, eh bien, elle prend vie, cette réalité. Ils se comportent avec moi en fonction de la réalité que je leur donne. Et du coup, ça vient renforcer encore plus cette image. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée de cercle vicieux de la croyance, alors qu'il peut être un cercle vertueux si la croyance est positive. Mais bien souvent, quand on se sent limité, quand on ne se sent pas capable de certaines choses ou qu'on a l'impression que son travail est terriblement ennuyeux ou qu'on a l'impression que nos relations avec nos conjoints ou nos enfants sont vraiment insatisfaisantes, eh bien, il y a réellement des croyances qui sont derrière tout ça et qui donnent vie à cette réalité. Moi, ce que j'aime avec cette idée de croyance, c'est qu'il y a aussi cette notion de se dire j'ai le choix de quelque chose. Parce que si on considère que finalement ma relation avec mon mari est vraiment nulle, mais que j'y suis pour rien, du coup, on peut pas y faire grand-chose. Donc, c'est quand même pas extrêmement motivant pour changer les choses que de partir en se disant j'y suis pour rien. L'idée, c'est vraiment d'avoir en tête que ce que je crois, eh bien, ça a un impact très fort sur la réalité. Alors, il y a plusieurs, on va dire, degrés de croyance de cette idée que croire a un impact très fort sur la réalité. Les personnes, par exemple, qui croient en la loi d'attraction sont persuadées qu'il y a un lien direct très fort à 100%. Il y a d'autres personnes plus rationnelles qui vont dire que simplement ça contribue, peu importe en réalité quel est le pourcentage de construction, reprendre la responsabilité totale sur cette partie-là qui fonde la réalité, eh bien c'est reprendre, on va dire, passer en mode proaction, comme je le disais, reprendre la maîtrise de ce qui se passe et se donner les moyens de changer. Donc, je vous invite vraiment à avoir cette idée en tête pour l'instant, peut-être sans aller forcément plus loin, mais simplement cette idée que notre façon de voir les choses est pleine de croyances et que ce qu'on croit, ça a vraiment un impact sur ce qui se passe ensuite. Donc, ce que je choisis de croire, eh bien, j'ai le choix de le croire ou non et donc j'ai le choix d'impacter ma réalité dans le sens que je souhaite. Il y a vraiment cette idée qu'on a le pouvoir de changer beaucoup de choses. Donc, c'est, vous voyez un petit peu l'ordre logique par rapport au point précédent, l'habitude gagnante précédente. Donc là, cette habitude que je voulais évoquer avec vous, c'est l'idée que je peux choisir mes croyances, que mes croyances, je peux les transformer. Alors, vous allez me dire comment faire pour transformer ces croyances si on a des croyances négatives. La première chose, vous vous en doutez, c'est de réussir à identifier ces croyances. Quelles sont, d'après vous, les croyances qui vous limitent? Croyances sur vous-même, croyances sur tout ce que vous vivez. Par exemple, quelque chose qu'on vous a souvent répété depuis toute jeune et vous savez que ça a un impact sur vous aujourd'hui, que vous avez des difficultés dans ce domaine-là. Par exemple, le fait de se dire « j'ai pas d'amis ». Je suis seule, j'arrive pas à créer des relations profondes. Ça, c'est une croyance sur soi. Le fait de se dire je suis capable de rien. Ça, c'est une croyance sur soi, une croyance très, très forte parce qu'elle va avoir un impact sur la réalité. Donc, c'est quand même très dommage. La personne qui se dit je suis pas capable de ça, elle se met des bâtons dans les roues qui sont très importants. Peut-être qu'elle perd 80% de chances de réaliser en fait cette chose-là. Et peu importe le pourcentage, vous voyez l'idée derrière ça. Choisir simplement de changer cette croyance, eh bien, c'est se redonner toutes les chances d'aller dans le sens qu'on souhaite. Donc, c'est vraiment essentiel pour moi d'avoir ce travail un petit peu global d'identification de vos croyances, de ces croyances qui vous limitent, de ces croyances qui vous rendent pas heureuse, de ces choses que vous vous répétez qui vous tirent un peu vers le fond. Par exemple, je suis pas compétente. Je suis pas compétente dans mon travail. Mon patron me fait que des reproches. Ça, c'est une croyance limitante. Par exemple, le syndrome de l'imposteur pour les personnes qui travaillent en individuel, de se dire oh, je mérite quand même pas qu'on me rémunère pour ce que je fais. Ça, c'est une croyance limitante.
Le fait de se dire j'ai pas confiance en moi, ça c'est une croyance limitante également. Le fait de se dire je suis stressée, ça c'est quelque chose qu'on dit très souvent, croyance limitante. Parce qu'à force de se répéter je suis stressée, on a quand même toutes les chances de l'être. On se comporte comme tel et on ancre un peu plus dans sa réalité le fait qu'effectivement on est stressé. Donc quand on veut changer des comportements, on a deux axes de travail. Soit on agit sur le comportement. Par exemple, je me sens stressée. Je suis stressée. Je suis trop stressée. Soit j'agis quand je suis stressée en faisant une séance de relaxation. C'est une façon d'agir. Soit je fais un travail de fond sur cette croyance. Je suis stressée. Parce que cette simple idée qui est ancrée là, on lui donne vie en réalité. Si on arrive à changer cette croyance qui est là, à se dire non, je suis parfaitement calme. Je suis quelqu'un de parfaitement calme. Si on arrive à ancrer cette croyance, eh bien, on va totalement changer tous ces petits comportements de stress. Les autres vont nous voir autrement. Et petit à petit, on va ancrer en nous l'idée qu'autre chose est possible. Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire sur ces croyances qui, pour moi, est hyper important, hyper intéressant. Et ça transcende tout le reste. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de travail de fond. Comment est-ce qu'on change une croyance? Donc, première étape, je vous disais, on identifie cette croyance. OK? Donc, si vous voulez commencer à travailler là-dessus, commencez peut-être à réfléchir à ça. Quelles sont mes croyances négatives? Il y a un exercice, je crois, dans le module positif qui parle un petit peu de ces croyances négatives qui vous tirent vers le fond. J'y reviendrai, je pense, dans la prochaine session parce que c'est vraiment important. Commencez par faire ce petit travail d'identification. Les phrases qu'on vous a répétées, les choses que vous gardez en tête, que vous traînez derrière vous. Vous êtes persuadé d'être comme ça. Je n'ai pas confiance en moi. Je pense que c'est une des croyances les plus partagées chez les femmes avec qui je travaille. Et je n'ai pas confiance en moi, se dire ça, c'est vraiment une croyance qui est limitante. Parce qu'en réalité, c'est faux. Je n'ai pas confiance en moi, ça ne veut rien dire. Dans une situation donnée, quand vous faites telle ou telle chose, vous ne vous sentez pas très à l'aise pendant quelques minutes, c'est complètement différent de dire ça que de dire j'ai pas confiance en moi. Vous voyez à quel point c'est lourd de se répéter j'ai pas confiance en moi. On se répète ça, je suis sûre que moi si je me répète ça maintenant pendant 10 minutes, dans 10 minutes je vais me sentir beaucoup moins bien et je vais sûrement, vous voyez, être un peu tirée vers le fond et ça ancre en fait les choses. Donc c'est vraiment essentiel d'arriver à identifier déjà ces idées négatives qu'on a sur soi. Il y en a également sur notre travail. Par exemple, se dire « mon travail n'est pas intéressant » ou « je ne suis pas reconnue dans mon travail ». Je ne suis pas reconnue dans mon travail, ça, c'est une croyance qui est limitante. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une réalité derrière, que le but est de se cacher les choses et de ne plus rien changer, mais simplement, là où on veut agir, on agit. Là où on veut rester dans la situation mais la transformer, on change sa croyance. Et même changer sa croyance, ça va nous aider à agir. Donc, il ne faut pas penser que c'est s'enfermer dans la situation et se fermer toutes les autres issues. C'est vraiment essentiel de remettre de la positivité sur ces croyances. Parce que, comme je l'ai dit, en réalité, que vous vous disiez, j'ai confiance en moi, ou alors j'ai pas confiance en moi. Moi, par exemple, si je me dis ça, j'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, en fait, les deux sont à la fois vrais et fausses. C'est vrai que des fois j'ai confiance, c'est vrai que des fois j'ai pas confiance. Donc, je peux me répéter j'ai confiance, je peux me répéter j'ai pas confiance. L'un n'est pas plus vrai que l'autre, l'un n'est pas plus faux que l'autre. Vous voyez, c'est vraiment une idée de filtre, de comment je choisis de voir les choses. La réalité est trop vaste, en réalité. On ne peut pas se décrire en 4 mots. Je n'ai pas d'amis. Ça n'a pas de sens de dire je n'ai pas d'amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas d'amis, c'est beaucoup trop catégorique. On connaît bien des personnes, on a bien déjà noué des relations, on a eu des amis par le passé. Les choses ne peuvent pas être aussi catégoriques. Donc, avoir des croyances négatives à son sujet, on peut réellement choisir de les transformer. Et on n'aura pas plus faux, peut-être ni plus raison d'ailleurs, mais simplement c'est quand même beaucoup plus sensé. Si on veut parler de rationnel, parce que bien souvent, ce travail sur les croyances paraît un petit peu, un petit peu abstrait. En réalité, c'est bien plus rationnel de voir les choses de manière positive que de les voir de manière négative. On est bien d'accord. C'est plus rationnel. Parce qu'en réalité, les deux visions sont vraies.
Vous voyez, quand on voit par exemple dans les médias toutes ces nouvelles négatives qui se passent, c'est pas faux. Bien sûr que ça se passe. C'est juste que c'est pas complètement la réalité non plus, parce qu'en réalité, il y a aussi plein de belles choses qui se passent. Donc, vous voyez, il y a juste là un filtre qui est mis. C'est le côté un peu flash, choc, attirer l'attention. Donc, on insiste sur les mauvaises nouvelles. Et puis, d'un autre côté, on pourrait très bien créer un journal positif pour contrer ça. Et les deux seraient à la fois vrais et imparfaits. C'est juste une vision des choses. Donc, voilà pourquoi, pour moi, travailler sur cette confiance, c'est vraiment quelque chose au contraire de très logique, de très rationnel. Et même si vous ne croyez pas en la loi d'attraction ou qu'elle vous semble trop catégorique, ce qui personnellement est un peu mon cas, je trouve quand même beaucoup plus rationnel de se focaliser sur une façon positive de voir les choses, une façon où on prend les choses en main, ça part de responsabilité et de maîtrise dans ce qui se passe, que l'inverse. Donc du coup, je reviendrai sur cette idée de comment changer des croyances, parce que je pense que c'est vraiment un travail qui est essentiel. Si vous avez des questions sur cette troisième habitude, n'hésitez pas à les poser parce qu'elle est vraiment importante. De toute façon, j'y reviendrai. Christelle pose la question. Donc là, tu es dans comment transformer une croyance. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Donc, je disais, j'y reviendrai dans un live plus en détail. Mais du coup, ta question, c'est faut-il écrire « j'ai confiance » ou le répéter plusieurs fois pour l'amplifier? En fait, il y a plusieurs pistes. Moi, j'en ai relevé 5 pour renverser une croyance. Donc, toi, là, par exemple, tu parles de ce que j'appelle la partie connaissance avec les autosuggestions. Donc, créer une nouvelle base de connaissances qui vient renforcer cette croyance, installer cette croyance. Donc, par exemple, j'ai confiance en moi. Une des façons de faire pour installer cette nouvelle croyance, effectivement, c'est de pratiquer l'autosuggestion, à savoir d'écrire, par exemple, ou de te répéter régulièrement « j'ai confiance en moi ». J'ai confiance en moi, je suis vraiment quelqu'un qui a confiance en elle. Tu peux le formuler de différentes façons, tu peux garder la même formulation. L'idée est effectivement qu'il y ait une répétition. Pour installer une nouvelle croyance, il faut une répétition naturellement, puisque spontanément, on a beaucoup répété les croyances négatives. Donc, pour les transformer, il faut beaucoup répéter les croyances positives. Donc, ça, c'est un point. Le répéter plusieurs fois, bien sûr. Le formuler de manière positive, de manière simple. Donc, je reviendrai un petit peu sur ces différents points-là. Mais effectivement, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Ou alors, je suis une femme de confiance. Choisis la formulation qui te parle le plus. Je suis une personne confiante. Ou je ne sais pas, moi, je brille de confiance en moi. Ou tu vois, enfin, trouver des formulations qui te parlent, qui sont visuellement explicites pour toi. Ça, c'est un point qui est important. Donc oui, c'est une des façons déjà de renverser effectivement ces croyances. Mais il y en a beaucoup d'autres. Moi, je vous dis, j'en ai relevé 5 façons de faire. Donc, j'en reparlerai si vous êtes OK dans une prochaine session pour du coup aborder les 2 dernières habitudes. Voilà. Chaque jour, j'ai de plus en plus confiance en moi. Ça peut être également une façon de faire. OK? Donc, je reviendrai là-dessus parce que les croyances, c'est un point clé de notre développement, de notre mieux-être, de notre bonheur vraiment au quotidien. J'en suis de plus en plus convaincue, donc je ferai quelque chose là-dessus. Donc ça, c'était la 3e habitude gagnante. 4e habitude gagnante, là, c'est la question de Mathilde de tout à l'heure, c'est vraiment déguiser sa capacité à être persévérante, déguiser sa motivation. Et ça, c'est vraiment essentiel parce qu'une fois de plus, c'est une habitude qui transcende toutes les autres. Quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre, que ce soit transformer une croyance, que ce soit sourire au quotidien, que ce soit identifier vos talents ou mettre en place les actions de bouge ton quotidien, que ce soit réaliser un projet de cœur, changer de métier ou arrêter de fumer ou faire du sport tous les jours. Bref, quelle que soit votre idée, votre direction, ce que vous voulez atteindre, avoir la faculté de réactiver votre motivation quand elle s'effrite, c'est vraiment, je pense, la faculté numéro 1 que tout le monde devrait travailler. Parce qu'en fait, elle vous permet de tout faire. Quel que soit ensuite votre projet de vie, votre direction, votre habitude, votre souhait, votre désir, si vous savez comment réactiver votre motivation au moment où elle s'effrite, mais vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. Vous savez plus ce que ça veut dire baisser les bras.
Ou alors, si, mais 10 minutes, parce qu'après, vous savez comment rebondir. Vous savez plus ce que ça veut dire une bonne résolution qui n'est pas tenue. Donc, vraiment, aiguiser sa persévérance, sa volonté pour savoir rester motivé, garder le cap des objectifs qui comptent pour vous. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est essentiel. Donc, il y a plusieurs façons de faire pour aiguiser cette motivation. Pour les personnes qui ont eu la formation Boost, dessus, je reviens sur 12 leviers de motivation. J'en ai identifié 12 que je vous invite à regarder dès que vous vous sentez un peu moins motivé. C'est une formation qui est en vidéo, qui est donc assez facile d'accès, qui est moins longue que la méthode CAP, je vous rassure. Donc, c'est pas vraiment des choses en plus, mais il y a une vidéo par clé. Et c'est vraiment important d'avoir des idées de comment réactiver cette motivation. Je vais en partager quelques-unes avec vous ce soir. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'idée du bocal. Le bocal, c'est pas anodin si j'en parle. C'est parce qu'il a réellement été prévu que le jeu et le hasard sont des stimulants de notre motivation. On a une curiosité naturelle. Alors, la formation Boost, elle est vraiment basée sur des recherches en psychologie sociale. Donc, il y a vraiment des écrits, des études sur la volonté. Parce qu'en fait, les chercheurs en psychologie sociale sont aperçus d'une chose, c'est que pendant des années, on avait un petit peu fondé la clé du bonheur sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Alors, je ne dis pas que c'est important, mais des études récentes ont montré qu'en réalité, le facteur prédictif numéro 1 d'une vie réussie, c'est non pas l'estime de soi, les enfants qui avaient une grande estime d'eux-mêmes jeunes, enfin enfants, mais plutôt leur capacité à être persévérants, à avoir de l'autodiscipline, à avoir une grande volonté, à savoir résister aux tentations, à savoir persévérer dans l'effort. Cette faculté-là, c'est la faculté qui prédit, qui est la plus impactante sur la réussite dans notre vie, sur la réussite plus tard, en l'occurrence dans les expérimentations qui ont été faites. Donc, si vous savez aiguiser votre volonté, activer votre motivation à chaque instant, eh bien, vous pouvez en réalité tout faire. Vous pouvez aller au bout de tous vos objectifs ou presque. Très peu d'objectifs sont impossibles si on a vraiment ces méthodes-là en tête et ces clés-là. Alors, par exemple, donc, qu'est-ce qui permet d'activer la motivation? Je vous le disais, c'est le concept de jeu et de hasard. Ça, c'est une des clés. Et le petit bocal. Quand, par exemple, moi, je vais vous donner un exemple très concret. Je veux méditer tous les jours. Ça fait des années et des années que c'est mon objectif numéro 1. Et très souvent, j'ai eu des phases où j'ai raté mes méditations et j'ai plus fait de méditation. Il y a une pratique qui, pour moi, marche à tous les coups, c'est le bocal. Dès que je me remets dans mon petit bocal, que j'écris dessus 20 ou 30 idées de pratiques de méditation, parce que j'en ai beaucoup en tête et que parfois cette diversité, c'est un frein à la prise de décision. Peut-être que vous vivez ça vous aussi. Quand il y a trop de choix, on ne sait plus quoi faire et c'est démotivant. Eh bien, le fait d'écrire toutes ces pratiques sur des petits papiers, de les mettre dans un bocal, ça me permet vraiment, ça me donne envie, il y a une curiosité naturelle. Vous voyez, le cerveau, il a envie de savoir. On a envie de voir ce qu'il y a derrière ce petit papier, du coup, on a envie de le faire. Et cette toute petite pratique-là, pour les habitudes, les objectifs sous forme d'habitudes, comme méditer tous les jours, ou faire du sport tous les jours, ou je ne sais pas encore moi ce qu'on peut trouver comme habitude, ou pratiquer manger en pleine conscience tous les jours par exemple, mettre du jeu, mettre donc vous voyez, il y a de la diversité également, des pratiques différentes, piocher quelque chose, ça fonctionne très très bien. Donc il y a déjà cette dimension de jeu et de hasard. D'ailleurs, c'est pas pour rien si sur le groupe Facebook, vous l'avez déjà remarqué, on a une question qu'on pose régulièrement, c'est est-ce que tu veux qu'on rende ton défi plus amusant? Et ça, c'est encore une fois cette idée de jeu. Ça donne envie du coup. On se dit, ah ouais, allez, un truc amusant et ça nous stimule. Parce qu'on a une âme d'enfant, parce que le cerveau n'aime pas ce qui demande des efforts, il aime ce qui est facile, il aime ce qui est agréable. Donc, on va un petit peu dans son sens. Donc voilà, ça, c'est une première idée que je vous invite vraiment à tester. C'est le bocal avec les petits papiers. Ou aller sur le groupe Facebook et quand on met le post sur le jeu pour rendre le défi plus amusant, eh bien de raconter où vous en êtes pour qu'on vous trouve des petites idées. Ça, voilà, c'est vraiment quelque chose à faire. Alors, autre idée pour réactiver sa motivation, quand la motivation est un petit peu moins là, eh bien, une idée très, très puissante, c'est le fait de s'engager.
s'engager sur son défi. C'est-à-dire dire publiquement à une personne, par exemple, un proche, écoute, cette semaine, mon défi, c'est ça. Je te demande vraiment de vérifier que je m'y tiens, par exemple. Ou, écoute, en fin de semaine, je serai capable de te montrer 4 pages que j'ai écrites sur mon workbook et tu verras, ce sera rempli. OK? Tu me demandes bien en fin de semaine de te montrer le workbook qui est rempli. Ça, c'est un moyen de s'engager. Vous demandez à quelqu'un d'autre de vérifier que vous avez bien fait le travail. Alors là, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est l'idée de cohérence. C'est-à-dire qu'on a envie d'être cohérente. À partir du moment où on s'engage auprès de quelqu'un, on n'a pas envie de reconnaître qu'on n'a pas réussi. C'est une forme d'humiliation qui ne nous plaît pas. On a notre fierté. Donc, on va tout faire pour y arriver. Donc, ça, c'est un petit truc que vous pouvez faire. Si vous avez un défi qui vous bloque, vous allez voir votre mari tout à l'heure. Vous lui dites, écoute, mon défi de la semaine, s'il sait que vous êtes dans le programme, mon défi de la semaine, par exemple, eh bien, c'est de trouver mes talents. J'ai un peu de mal à me lancer, mais écoute, voilà, mon workbook, il est vide aujourd'hui. Dans 4 jours, demande-moi où j'en suis. Je te montrerai mon workbook rempli. Ça, c'est une manière de s'engager. Il y a d'autres façons de faire. Si vous êtes dans des binômes trinômes, vous pouvez faire ça avec vos partenaires. Si vous êtes sur le groupe Facebook, régulièrement, on vous pose également cette question dans un post. Qui veut s'engager sur son défi de la semaine? Si vous avez le sentiment d'avoir un petit peu plus besoin de quelque chose, d'un petit coup de boost, eh bien, vous vous engagez sur le défi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde de temps en temps qui s'est engagé et on demande des nouvelles du défi. Et là, bah, forcément, ça vous oblige à être un petit peu cohérente avec votre engagement et ça donne, vous voyez, un petit pas en plus. C'est comme un mini coup de pied aux fesses qui donne envie, en fait, de faire les choses. Donc, il y a cette idée-là de l'engagement. C'est vraiment une notion qui est essentielle. Il y a une autre notion qui est essentielle en matière de persévérance et de motivation. C'est l'idée du pourquoi. Donc, j'en ai parlé du pourquoi dans l'habitude numéro 1. Le pourquoi, c'est savoir exactement ce qu'on veut et le savoir avec précision. Pourquoi est-ce que je veux tel objectif? Si vous baissez en motivation à un moment donné, c'est peut-être que ce pourquoi, il n'est plus assez clair, il n'est plus assez présent. Relisez tout simplement les pages que vous avez écrites en réponse à la question « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Relisez ça, reconnectez-vous à ce pourquoi. Revisualisez votre vie idéale une fois que vous aurez atteint l'objectif. Vous voyez, reconnectez-vous à ce fond du sujet, cette motivation profonde qui fait que vous voulez atteindre cet objectif. Vous avez une baisse de morale, c'est que vous avez perdu votre pourquoi de vue. Pourquoi est-ce que vous voulez le faire? Donc ça, c'est vraiment une autre piste pour la persévérance, pour cultiver cette persévérance et cette volonté. Mathilde, c'est toi qui avais posé la question. Comment te motiver? Est-ce que tu veux affiner un petit peu cette question par rapport à ce que je viens de présenter? Est-ce que là, tu as le sentiment que tu as déjà des choses que tu peux faire? Ouf! Excusez-moi, je viens d'être attaquée par une énorme sauterelle. Tout va bien. C'est la nature, j'ai tout ouvert. Bon, c'est pas grave, elle va pas me manger. Mais elle est grosse, je vous assure, vous la voyez pas, elle est grosse, elle est toute verte. Bon, bref, je vais la cacher pour plus la voir. Donc, j'en étais au pourquoi. Mathilde, est-ce que tu peux nous dire si ça répond à ta question? Alors, toi, tu parlais de la motivation pour passer à l'action, je crois. En ce qui concerne le passage à l'action, une des façons de se motiver, mon Dieu, tout va bien, elle a tiré par ma lumière. Bon, c'est pas grave, c'est filmé en plus, il faut que je sois forte. Allez, j'ai même pas peur. Donc, une façon de se motiver pour le passage à l'action, ça peut être de découper ton objectif. Par exemple, tu as trouvé une petite action et elle te semble un petit peu trop difficile. Tu peux peut-être la découper en des choses plus simples, en des choses plus progressives. Voilà. Mathilde, si tu veux un petit peu nous creuser ta question pour dire si ça y répond. Voilà en tout cas les quelques pistes que je voulais partager avec vous sur la motivation. Est-ce que ça répond? Est-ce que vous voyez un petit peu l'idée? En tout cas, celles qui ont Boost, je vous invite à creuser un petit peu si vous avez le sentiment, ou 22 heures, je vais conclure. Si vous avez le sentiment de baisser de motivation, allez voir la formation Boost. Pour les personnes sur le groupe Facebook, n'hésitez pas à nous écrire dès que cette motivation diminue. Voilà, vraiment, on va essayer de trouver des pistes adaptées, j'ai envie de dire, à votre cas, à votre situation. Mathilde, le pourquoi, l'idée de jeu et de hasard, ça me parle bien.
vraiment ce petit bocal, je te le recommande. Et puis, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as le sentiment, ou sur le groupe Facebook, si tu as le sentiment que d'un coup, ça marche plus et qu'il te faut autre chose. Un autre levier, une autre clé. OK? Donc ça, c'était la 4e habitude gagnante. C'est de cultiver votre persévérance. Ça vous sera utile dans tous les domaines de votre vie, quel que soit votre objectif. Et ça, je vous assure que c'est vraiment une faculté numéro 1. Dernière habitude gagnante dont je voulais partager, que je voulais partager avec vous dans cette session, c'est l'idée des relations humaines. Quoi qu'il se passe dans notre vie, quoi qu'on ait envie d'atteindre et de faire, penser gagnant-gagnant avec les autres, c'est vraiment quelque chose à avoir à l'esprit. Alors, il y a plusieurs façons en fait d'aborder cette dernière habitude gagnante, le fait de cultiver des bonnes relations avec les autres. D'abord parce que les relations qu'on entretient avec les autres sont vraiment le facteur clé numéro 1 de notre bonheur. Il y a plusieurs choses qui ont été identifiées comme essentielles. Vous savez, il y a beaucoup d'études sur le bonheur qui sont faites. Vous connaissez sûrement la psychologie positive. Il y a vraiment cette idée que les relations amicales ou conjugales ou professionnelles, même à partir du moment où elles sont sereines, où elles sont chaleureuses, où elles sont riches, où il y a de l'authenticité, où on arrive à s'exprimer, où il y a des échanges, eh bien, oh mon Dieu, c'est pas vrai, quelle horreur. Je suis désolée, mais elle me saute dessus, c'est horrible. Donc voilà, les relations humaines, c'est vraiment un point numéro 1 de notre bonheur. Vous savez, il y a des études qui ont été faites sur les personnes en fin de vie, et bien souvent, ce qu'elles regrettaient dans leur vie, eh bien, c'était de ne pas avoir cultivé suffisamment leurs relations. Il y a une étude également qui a été faite par l'université de Harvard sur 75 ans, où des personnes ont été suivies par rapport à leur niveau de bonheur, de tout milieu, de tous les métiers différents, de toutes les situations sociales différentes. Et on s'est aperçu que le critère numéro 1 qui déterminait si telle ou telle personne était heureuse dans sa vie, c'était une fois de plus la richesse de ses relations. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'avoir en tête. C'est que nous sommes toutes et tous interdépendants. Nous sommes vraiment des êtres sociaux. On est fait pour vivre avec les autres. Et une des clés de notre bonheur, eh bien, c'est vraiment la richesse des relations qu'on a avec les autres. Avec des amis, avec nos proches, notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos collègues également. Cultiver la richesse de nos relations. C'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Quand vous allez penser à ce qu'est-ce que je veux vraiment, gardez cette idée en tête, cette idée des relations avec les autres. Parce que c'est vraiment un facteur clé numéro 1 de notre bonheur. Et il y a plusieurs façons de voir ces relations humaines. Il y a cette idée d'interdépendance, qu'on ne peut pas être heureux indépendamment des autres, dans son intérêt personnel propre. On est toutes et tous faits pour se rendre utile, vous voyez, pour, rayonner de quelque chose pour en faire profiter les autres. Parce que quelqu'un autour de nous qui est heureux, il nous rend heureux à son tour. Il y a vraiment cette idée de gagnant-gagnant dans nos relations. Et donc, je crois qu'il est essentiel, quand on se fixe des objectifs, et d'ailleurs, ça a été prouvé par la psychologie positive, quand on se fixe un objectif, si cet objectif est fixé avec une intention d'être au service de l'autre, eh bien, c'est un objectif qui nous rend heureuse, qui nous rend plus heureuse. Son atteinte nous rend plus heureuse. Le fait d'y être parvenu, le fait d'être en train d'essayer de l'atteindre, tout ça, ça nous rend plus heureuse. Il y a vraiment cette idée que si c'est au service de l'autre, ça nous rend réellement plus heureuse. Si c'est juste par intérêt personnel, même si on y arrive, ça ne nous rendra pas réellement plus heureuse. Et la psychologie positive l'a démontré. Il y a des études qui ont été faites pour le démontrer. Et avant cela, eh bien, c'est une phrase que j'ai souvent lue dans le bouddhisme, cette idée d'interdépendance. Que si on agit simplement dans l'intérêt de son ego, son intérêt personnel, eh bien, même si on y arrive, ça ne nous rendra pas plus heureuse. En revanche, si on essaie de faire quelque chose pour avoir un impact positif sur les autres, même si on échoue, ça nous rendra plus heureuse. Parce qu'on est dans une intention de bienveillance et qu'on est des êtres sociaux, qu'on est de toute façon dépendants du bonheur des autres. Vous voyez? Donc, il y a vraiment cette idée que cultiver la richesse de nos relations, c'est le cœur de notre sujet en matière de bonheur.
C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Même si on a le sentiment parfois qu'il faut déjà reprendre appui sur soi, et ça peut être vrai, la finalité de ce travail-là, il est bon de la mettre au service malgré tout de l'autre. Je le fais pas uniquement pour mon intérêt propre, pour moi, pour être mieux, mais parce que j'ai aussi envie d'avoir un impact positif sur les personnes que j'aime qui m'entourent, ou un impact positif sur les femmes dans le monde entier, ou un impact positif sur les personnes avec qui je travaille, ou sur les enfants si je suis professeur. Vous voyez, c'est vraiment d'avoir toujours cette dimension en tête. Et du coup, quels que soient nos échanges avec les autres, d'avoir en tête cette dimension gagnant-gagnant. Si l'autre gagne, je gagne aussi. On n'est pas dans une logique parce que bien souvent, on est dans la comparaison. On est dans la jalousie parfois, on est dans l'envie. Et on a tendance à penser que si l'autre obtient quelque chose, eh ben, ça nous dévalorise nous. Et en réalité, non. On peut tous et toutes être gagnants en même temps, si on agit dans l'intérêt des autres. Donc, je pense que c'est essentiel d'avoir ça en tête. Et vraiment, le fait d'être avec les autres et pas contre les autres, c'est utile dans tous les domaines de sa vie. Quand on parle également d'atteindre un objectif, par exemple, le fait de s'aider des autres. Vous voyez, je parlais tout à l'heure d'engagement. S'entourer de personnes qui partagent le même objectif. Demander à quelqu'un de vérifier notre objectif. Il n'y a rien de tel. S'engager, vous voyez, dans un programme, être dans un groupe Facebook où on échange avec les autres. Vous le vivez vous-même au quotidien. Il n'y a rien de tel, en fait, que de voir ces exemples. On a besoin de se nourrir de ça. Et c'est un vrai motivateur, j'allais dire, un vrai levier de motivation d'être dans ces échanges, de bien ressentir que les autres peuvent nous aider autant qu'on peut les aider. Vous voyez qu'on fait partie d'un tout. Il y a vraiment cette idée d'humanité commune derrière ça. Donc voilà, cette dernière habitude que je voulais voir avec vous, c'était simplement cette idée que cultiver la richesse de nos relations, c'est le cœur de notre sujet. Et d'agir avec les autres, non pas en s'opposant, mais toujours dans une logique gagnant-gagnant. On peut tous être gagnants dans une relation, dans un échange. Il n'y a pas forcément un perdant, sinon on gagne. À condition d'avoir toujours en tête que notre objectif ultime, ça doit être l'intérêt commun et pas juste notre propre intérêt. Alors, je sais bien que pour beaucoup d'entre nous, on est peut-être des mamans, on est des employés, on est dans des équipes au travail, on a l'habitude d'être au service des autres. Parfois, on le fait naturellement, on le fait spontanément et on a même la sensation de s'oublier soi-même. Donc, c'est un équilibre à avoir, vous voyez, mais avoir simplement en tête cette idée qu'en réalité, la clé de notre bonheur, de notre épanouissement, eh bien, c'est la richesse de ces relations avec les autres. Voilà, qu'il n'y a pas réellement de perdant. Si on fait les choses pour les autres sont gagnants, mais on sera gagnante aussi parce qu'on se nourrit de quelque chose de bien plus important qu'un succès personnel. Voilà un petit peu la dernière habitude que je voulais partager avec vous. La dernière chose, c'est donc de voir les autres dans un échange gagnant-gagnant. Est-ce que ça vous parle, cette dernière habitude? Est-ce que c'est OK pour vous, ce partage de ce soir? Est-ce que il y en aura peut-être d'autres d'habitudes gagnantes, mais voilà celles qui, pour moi, m'ont vraiment le plus parlé. Et dans toutes mes lectures, ce sont des choses qui reviennent systématiquement. Vraiment des piliers, des choses qui sont centrales dans notre développement. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que quelqu'un… merci Eliane pour ton retour. Merci à vous également pour vos échanges, pour l'inspiration que vous me donnez au quotidien, parce qu'en réalité, tous ces sujets, c'est nos échanges sur le groupe qui me les soufflent. Ou la conférence en ligne que j'anime régulièrement, eh bien les questions que je vois, c'est vraiment ça qui m'aiguille également, qui m'oriente un peu dans cette exploration. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. En plus, parfois, n'hésitez pas à trier, à voir ce qui vous parle le plus, à nous demander si besoin de mettre en pause, comme on l'a vu avec Sandrine. Voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire pour vous sur l'adresse programme. Une fois de plus, on est à votre écoute. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a l'adresse programme, il y a le groupe, il y a mon adresse perso. S'il y a des questions personnelles que vous n'avez pas trop envie de dévoiler de manière, on va dire, un peu plus partagée. Donc, n'hésitez pas également à vous en servir. Et puis, écoutez, moi, je vous fais un grand merci. Sauf si vous avez d'autres
d'autres questions à poser. Je crois qu'on a un petit peu dépassé voilà, le timing. Mais bon, 22h10, donc là, il commence à se faire tard. Je pense que ça fait beaucoup d'infos. Donc, on va peut-être toutes aller se reposer, digérer un petit peu tout ça, intégrer un petit peu tout ça. Et puis, on en reparle si vous le souhaitez sur le groupe en partageant le hashtag habitude gagnante et on peut communiquer, éventuellement échanger dessus. C'est un peu à côté des défis. En même temps, c'est vraiment une toile de fond. Donc, je crois que c'est plutôt un complément que quelque chose qui s'ajoute. Voilà, je vous invite vraiment à le voir comme ça. Bonne soirée à toutes. Merci pour votre présence. Bonnes vacances pour celles qui ne sont pas encore parties et bon soleil et bon lâcher prise pour celles qui sont déjà parties mais qui ont envie de prolonger un petit peu. Je vous souhaite un très beau mois d'août et donc du coup notre prochain rendez-vous, ce sera début septembre. Donc je vais essayer de fixer le créneau assez rapidement, voilà, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent être présentes à cette prochaine session. Le replay sera disponible du coup sur la page d'accueil de l'espace membre. Je pense que vous l'avez toutes vu. Et puis, on l'envoie également par mail ainsi que sur le groupe Facebook. Voilà, donc je pense que comme ça, tout le monde peut en profiter. La spiruline, alors où peut-on en trouver, Eva? Celle d'arc-en-ciel, donc tu veux dire peut-être sur Internet alors? Donc, la spiruline, c'est pour le faire. Donc là, Eva me répond au problème de bilan sanguin un petit peu moyen que j'ai eu tout à l'heure. Donc, voilà sur quoi on échangeait effectivement sur Internet. D'accord, je vais me renseigner. Et puis, j'espère que dans 3 mois, du coup, je referai un nouveau bilan et j'espère que le prochain sera bon pour qu'il n'y ait plus de soucis et que je puisse orgueilleusement affirmer qu'on peut être végétarienne et en bonne santé. Voilà, une petite crise d'ego de temps en temps, c'est pas grave. Allez, merci beaucoup pour ce complément. Belle soirée à toutes. À très bientôt pour la prochaine session. Bye bye tout le monde.